C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Il y a des pieds et des têtes qui volent par terre, qui roulent par terre. Bref, pardon. Ça passe Enfin par-dessus la bref, troisième câble. oui, voilà, c'est ça. Là, c'est vraiment à partir de là que en backstage, c'était la goutte d'eau. C'était la goutte d'eau. Ça a été le choc de ce début, de ce début de PW côté Apocalypse et les Vengeurs qui s'entraident et qui sortent Monster Slayer. Ça ne s'arrêtera pas là. Malheureusement, la finale, elle arrivera après ce qu'on appelle la pause. Donc, on n'en parlera pas aujourd'hui. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais voilà. Non, non. Mais donc voilà, et ce n'est pas la seule chose qui est sur ce show. Sur ce show, nous avons un match entre Tupaji, la force naturelle, et Okito Shikashik. Où Okito Shikashik, et comme l'a raconté Kana un petit peu plus tôt, il va se ramener en tuk-tuk. C'est à partir de là que le tuk-tuk man est créé. Et Okito, il danse. Okito, il met la musique de son tuk-tuk à fond. En fait, il a un tuk-tuk pimpé avec des basses. Et il balance sa musique à fond. Et il s'enjaille, il danse avec le public. Bon, Doupaji, ça l'énerve, tout ça, tout ça. Il le ramène dans le ring. Et le match se passe. Au moment où il a match gagné, il sort, il refoule la musique à fond. Il se met sur son tuk-tuk, il danse, tout ça, tout ça. Doupaji, il se ramène, il met un low blow, il essaye de gagner. Le Tuk Man s'en dégage. Et au final, il va gagner le match et célébrer avec son public à l'aide. quand j'y repense, je me dis bordel, c'est marrant, mais bon, quand même, faut pas abuser. Après, ça serait le seul moment hardcore, Même toi, tu trouves que le ça seul va trop moment loin. comique. Non, en vrai, en vrai, vu que c'est le seul côté comique du show, donc en vrai, ça va. Oui. On arrive, on arrive un petit peu, donc là, on arrive à une promo d'Helvet in Dream. En toute honnêteté, m'en souviens plus. En toute honnêteté, m'en souviens plus. M'en fous plus pas lui, non peut-être pas, mais voilà. Aucune idée de ce que c'était. Et on va avoir aussi autre chose. On va avoir la seconde défense de Nathan Roy pour son championnat hardcore. Qui sera. Attention, suspense. Qu'est-ce que sera le. D'après toi? Petite stipu. Allez, Je réfléchis. drop name une stipu là. Après, je savais que en backstage et en show, il y avait, ça commençait à être chaud entre Nolan et le GM justement. Je me demande s'il a pas voulu. Soit c'était Jim, soit c'était Nolan qui titillait pour le titre, non? Non, c'était un giga random. C'était un random. Ah ouais, c'était un giga random. Non, non, mais la défense, elle est complètement anecdotique et il va gagner un match qui était, si je ne me trompe pas, un False Continuer. Non, pas un False Continuer, False Continuer, c'est la semaine d'avant, c'était Zinu, machin. Non, c'était pas un False Continuer, c'était juste un, non, c'était juste un ODQ en fait. C'était juste un ODQ, à un moment il utilise une chaise et il gagne. Voilà. Oh là là. Voilà, 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 voilà. Un super match de la part de Nathan Roy. Encore une fois, un super match de type hardcore, mais voilà. Voilà, 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 voilà. On va dire, voilà, ils ont C'est tenté des ouf. trucs Hein. avec ce titre, mais la signature pour certaines stipus, on le retrouvera finalement ailleurs à la fin. Il a battu Victor the Submission Man. Voilà. C'est pour la petite anecdote. Voilà, Ah, c'est Submission Man, l'avant-dernière. le premier. Voilà, voilà. C'est la première et avant-dernière apparition de cette personne, puisque on le reverra dans le Rumble la semaine suivante, mais à part ça, voilà. Enfin Oui. bref, un petit hardcore ça commence bien. C'est la dernière fois qu'on va parler du petit hardcore cette semaine, puisque voilà, il est temps que je vous évoque. Ce qu'il va se passer, c'est que la semaine qui suivra l'Apocalypse Rumble sera la première semaine de pause, puisqu'on arrive en décembre et qu'en décembre, il y a des examens et qu'au final, à l'époque, il y a Rémi, il y a Vuko, il y a moi, et actuellement, c'est tout. Il y a Lens Austin qui, vite fait, commence à booker des matchs, et c'est tout. Et à l'époque, toi non plus, t'es pas encore là. Toi, je crois qu'à l'époque, tu ne bookes même pas non plus. Tu n'as pas encore commencé. J'étais membre actif, mais pas, Ouais, voilà, c'est ça. pas, Il y avait, il y pas avait booker. littéralement, il y avait littéralement 4 bookers et on arrivait au partiel. Donc, certes, on est étudiant. Enfin, pas Rémi. Rémi, c'était le bac cette année-là. C'était soit le bac de français, soit le bac 2019. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, voilà, il y a eu taf. Donc, ça va être, cette période va s'appeler la pause. Elle va durer grosso modo un mois et demi, 2 mois. Et il y aura plus de show. Donc, c'était la dernière fois que je te parlais des aventures de Nathan Roy. Hein. Et il faut dire une chose, c'est beaucoup de projets ont pris fin pour moins que ça. Oui.
Franchement, ça relève du miracle que c'est continué pour dire ça a persévéré quand même. Il n'y a pas que le staff, les modos qui font que un projet puisse tenir, mais également les premiers consommateurs, les clients, Oui. qui font que ça tient les membres actifs au final. Et pour le coup, vu que c'est quelque chose vraiment d'exclusif, de nouveau, qu'on construisait sur le tas, tout le monde était hyper hype, une grosse partie. Donc ça a tenu. Les gens étaient Et, patients, ils ont maintenu le truc et ça a pu reprendre. et spoiler, je pense à l'époque, tu demandais quel était le show préféré des gens, c'était Apo, mais juste parce que les actifs, ils étaient Apo. Oui, ouais, je me Donc, rappelle, on parlera de ça après. ouais, on en parlera à Strong Stage juste après de son petit problème. Et il est temps de parler de l'Apocalyptic Rumble. Donc, on s'est dit qu'on reviendrait en détail sur tous les Rumble dans une émission spéciale. Et potentiellement avec d'autres guests. On se referait tous les Rumble. Oh là, il y a des choses. Euh, et je pense qu'on va beaucoup rire. Oui, Encore oui. plus qu'à l'époque, parce que ça va nous faire rire quand on va voir des trucs. Donc, je vais forcément évoquer les faits marquants, les champions, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le main event du show avant, c'était un Lucky One match. Donc, en gros, c'était une stipulation. Ils étaient 20 à participer à l'Apocalyptic Rumble, puisqu'au final, il y avait 20 actifs. Oui, c'est ça, il y avait 20 catcheurs actifs à l'époque. Donc, 20 personnes dans le Rumble. Le gagnant du match rentrera en 20. Le perdant du match, celui qui prendrait le tombé, rentrera en numéro 1. Et vu que c'était un petit triple threat, c'est le match du Lucky One, celui qui perdra le match mais ne prendrait pas le pin rentrera en numéro 13. Voilà. Ce match allait opposer. Ah non, Victor il est là, donc c'est pas contre Victor c'est pas Victor que bat Nathan Roy. Oh, je sais plus. Oh le blanc, le trou. Bon bref, Nathan Roy Après, il a il y a battu tellement de noms Ronaldo. anecdotiques aussi. Donc ce sera un match entre James Johnson qui sort d'une défaite dans un match simple contre Clinton Roy la semaine précédente, Victor, le The Submission Man qui fait ses débuts, et Andrew Carpenter, donc membre de l'Omega Squad, qui est... Il faut savoir que l'Omega Squad, du coup, il y avait Voltigo, qui était le voltigeur, qui était le high flyer, qui est un luchador, Andrew Tremor, qui est la brute, l'armoire à glace, le géant. Et Andrew Carpenter, c'était un petit peu le mec smart. Voilà, c'était un petit peu le mec smart. Et du coup, il y avait Albert qui était le jobber des jobbers. Et du coup, voilà, donc le match commence. Et on a Andrew Carpenter se fait dégager. Et on a Victor est en train de perdre contre James Johnson. James Johnson est sur le point d'abandonner et de perdre le match. Mais Andrew Carpenter revient avec une chaise, explose le dos de James Johnson et le pin pour rentrer en numéro 30. Donc c'est Andrew Carpenter qui rentre en 30. C'est spécial quand tu connais la place de Carpenter, puisque Carpenter est un jobber assumé, mais c'est censé être un gars de smart. Donc bon, voilà. Il revient, il fait un coup de chaise, c'est triple threat, pas de DQ, ça passe. Et victoire du coup, et James Johnson rentrera en numéro 1. Et donc voilà, ça c'est le dernier match. Et on arrive au Rumble. Je vais parler directement du Rumble, où il y a beaucoup de choses à dire, mais on reviendra pas dessus. Le but c'est de parler aussi de Strong Style juste après. Donc James Johnson, qu'il faut savoir, va faire un gros Rumble, mais ne va pas gagner. À savoir aussi que nous avons eu une entrée en plus en plein milieu, puisqu'il y a eu, comme tu disais, des tensions entre Nolan Black et le GM Nathan Roy. Et en fait, Nathan Roy s'est auto-ajouté dans l'Apocalyptic Rumble, Ah, le pouvoir du GM, hein. On aime ça. juste pour venir rentrer dans le match, dégager Nolan Black en grugeant comme un fils de pute. Et ensuite, il se sort tout seul parce qu'il s'en fout. Lui, son objectif est fait. Donc voilà, donc Merci, au c'est revoir. à noter. C'est donc les débuts de la rivalité entre Nolan Black et Nathan Roy, Et on vous qui rappelle sont. la hit qu'avait Nolan, le sang chaud Ah qu'il avait. mais Alors, tu le screw, c'est fini, là. oui, voilà, c'est là, il avait déjà le sang chaud, mais il y avait déjà beaucoup de tension à l'époque en interne. Jimonix a failli gagner, ça aurait pu être Jimonix, ça aurait pu être Minosato, non c'est faux, ça aurait jamais pu être Minosato. Ça s'est joué sur la fin entre Jimonix, entre Mike Smith et Andrew Carpenter, qui va au final se faire dégager malgré des strats à coups de on se cache sous le ring avec Voltigo pour être en surnombre à la fin, mais ça ne fonctionnera pas. Et au final, celui qui va gagner le match, c'est en finale contre Mike Smith, sera nul autre que le membre des Avengers qui était encore dans le ring à ce moment-là. Et ce membre, c'était nul autre que John Master. Et John Master, de ce fait, va devenir le premier champion du monde de la fédération. Ah, ça, c'est Le vraiment. premier historique.
L'avantage Mais d'avoir un clan aussi instauré, tu vois, tu fais ce que tu veux dans un Rumble, c'est exactement ce que comment je l'ai vécu, c'est que là, était maître il avait, de la stipu, quoi. Il faisait ce qu'il il voulait, il avait partait, il toujours laissait les quelqu'un. autres, il avait Il toujours avait quelqu'un, toujours voilà. quelqu'un avec lui, et dès que son coéquipier se faisait dégager, il attendait patiemment, il se faisait plus discret, et il y avait un autre de ses potes qui arrivait, il c'était que 20. Il c'était que 20 à l'époque, donc le turnover se faisait assez vite. Il était rarement tout seul, mais quand il était tout seul, il se faisait plus discret, il a gagné comme ça. Après, c'est lui qui allait sortir Mike Smith comme un grand, bien évidemment, à la fin. Il n'a pas eu besoin de l'aide de ses coéquipiers qui se sont fait exploser par la vengeance et la vendetta de Gene Monin et Nolan Black, qui avaient aussi des tensions à ce moment-là. Ils sont venus se casser la gueule, tout ça. Il y a eu des spots avec le tuk-tuk, forcément. Il Ouais. y a eu des spots avec le tuk-tuk, il y a eu des spots avec Sorianing aussi, qui était sur le point d'éliminer Max Smith, mais qui a pris une charge mid-air qui a été projetée vers l'extérieur. C'est ça juste avant que John Master ne sorte aussi Mike Smith. Et à l'époque, Apocalypse n'était déjà plus vu comme la branche de développement parce que Phoenix avait beaucoup de problèmes et Phoenix avait beaucoup de problèmes. Et en fait, vous trouvez que Apocalypse est trop comique, qu'il n'y a pas assez de catch. Il y avait Phoenix à côté et au final, il y a eu une hiérarchie. C'était Song-Sai, c'était le catch, et Apo, c'était l'entertainment. Et Phoenix était là quand ça avait le temps d'être booké. Finalement, voilà, On- niveau logistique, ça devenait compliqué pour eux à Et, et, mettre ça en et place. ouais, c'était pas possible pour Rémi de tenir le rythme d'un show entier à booker tout seul, parce qu'il faut le rappeler, à l'époque, il était tout seul à gérer, comme moi j'étais tout seul, avec un petit peu d'aide de l'Entacine quand même, il faut que je le notifie, mais j'étais grosso merdo tout seul pour 80% du show. Rémi était tout seul, lui, de A à Z, puisque les bookers qu'il avait engagés pour aider, au final, ça a été des flops et ils n'ont rien fait. Et même Vuko, Paul Heyman a dû cancel un de ses shows. C'est ce qui a mené à la pause d'ailleurs, parce qu'il avait pas le temps, parce que lui aussi était tout seul. Même si lui, il était tout seul de son plein gré. Là, c'est là la différence, c'est que lui voulait être tout seul et il a été tout seul de son plein gré. Mais donc voilà, Phoenix, on en reparlera des problèmes de Phoenix, on en reparlera malheureusement pour un deuxième épisode, parce qu'on va pas avoir le temps de parler de tout. On se rend compte en parlant qu'on parle et que ça prend beaucoup de temps, voilà tout ça. Mais donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que ça a été un succès. Concrètement, l'Apocalyptic Rumble, là où le titre hardcore était un échec complet, les gens ont kiffé le premier Rumble. Moi, j'ai kiffé alors j'ai kiffé de le faire aussi. C'est vrai que c'est cool un Rumble à suivre aussi, mais c'est beaucoup de travail. Il y avait beaucoup de sel sur le finish, puisque John Master était pas apprécié. Et à cause de tous les Ah problèmes qu'il y bon? avait backstage, John Master n'était pas quelqu'un, et là c'était peut-être un problème de choix, c'est que John Master n'était pas considéré comme quelqu'un de crédible dû à ce qui se passait backstage. Et ça a beaucoup joué aux Vengers pendant toute leur période PW. C'est que toute leur période ensemble, avant que certains changent de gimmick, eh bien, c'est qu'ils n'étaient pas vus comme des gens crédibles à cause de leur conneries backstage, à cause de leur côté ch'ti à Mykonos. Dramaland et Drama Queen de partout, ils n'étaient pas considérés comme crédibles par beaucoup. Mais pourtant, John Masters, c'est le premier champion du monde de la fédération. Et ça, c'est beau. Oui, on pourra, quoi qu'il arrive, le reconnaître. C'est un succès unique. C'est pas rien quand Et même. Premier champion, premier Rumble. ouais, Il fait partie de l'identité d'Apocalypse, quoi qu'on dise. et même, je dirais même plus d'Apocalypse, je dirais même qu'il fait partie de l'identité de la fédération tout court, puisque John Master, bah là on est 3 ans plus tard, enfin 4 ans putain, mais 4 ans plus tard il est toujours là. Mais 4 ans plus tard, il a toujours catché, il n'a pas eu de pause, il a toujours été sur le serveur, il a toujours été plus ou moins actif. Bon, il y a des périodes où il n'était plus actif, mais bon, voilà. Mais John Master, ça fait partie de ces gens qui ont vécu toutes les époques, qui s'en souviennent très bien pour certains aspects, notamment pour toutes les torgnoles qu'ils ont pris backstage, notamment pour toutes les torgnoles qu'ils ont pris HRP parce que bordel de merde, leur RP au début était pas clean du tout. La notion de selling, notamment, même si c'était pas les pires. C'était pas les pires, mais leur RP n'était pas clean. Et ils ont pris Eternal backstage, ils ont pris Eternal pas backstage. Et ils ont fait le temps de cette fédération. Et voilà, hein. Big up à John Master qui, mine de rien, a gagné, euh, a gagné le premier titre. Et au final, pour la postérité, pour la prospérité, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Euh, Au final, c'est très bien que ce soit John Master qui l'ait eu. Parce que concrètement, dans les autres choix, ça aurait pu être qui d'autre? Ça aurait pu être Miyamoto et Shigeruki et Sorganing. Mais c'était mes seconds comptes. Et j'allais pas les foutre champions du monde, ça aurait été complètement stupide.
Enfin, ça aurait vraiment été un truc égocentrique, voilà. Ouais. Moi, en Après, faudra vrai, affronter j'aurais bien vu ça. soit Jim, Attends, soit Nolan, hein. si Et je vas-y. fais la suite, ça pouvait pas être Nolan en fait. Ça pouvait pas être Nolan parce que Nolan, il y allait avoir cette rivalité contre Nathan Roy et Nolan devait être le premier champion hardcore qui n'était pas Nathan Roy. C'est voilà, petit spoiler comme ça, il y allait avoir cette rivalité et du coup Tu c'était étais pas possible. l'élu! Nolan avait il y avait d'autres projets en tête. Donc ça aurait pu être qui d'autre? Ça aurait pu être un autre membre du Scooby Gang, mais pas Goba parce que Goba avait, il fallait qu'il rebuild un petit peu son momentum. Donc ça aurait pu être Tanahashi, ça aurait pu être Zino, ça aurait pu être John Master hors du Scooby Gang, parce que c'était le pseudo des Vengers à l'époque à cause de leur histoire backstage. Ça aurait pu être Mike Smith, ça aurait pu être Jim Onyx. J'aurais bien Concrètement, vu quand Jim Onyx en vrai, mais en Rumble, non, concrètement, en quand vrai, on par la notion de clan qui domine tout par des coups fourbes, ça a été très crédible pour moi. Même si effectivement je n'achetais pas le produit de John Master au début, là il a réussi son coup. C'est un peu, quand je l'ai vécu moi, sur le moment, je comparais un peu à la Nexus de CM Punk si ça avait marché à son Rumble, tu vois, à un moment donné, il essayait de prendre la main sur tout, sauf que là, ça avait marché. Je l'ai vu un et peu comme ça. au final, sinon, ça aurait pu être Velvet Dream, qui était sérieux. Mais vu que c'était aussi un double compte, ça n'était pas envisagé dans les Sérieux plans. malgré lui, je rappelle, hein. Oui, sérieux malgré lui. Et sinon, dans les autres, ça aurait pu être un nom de l'Omega Squad, jamais c'est dans les plans. Ça aurait pu être un Florian Dupas, Victor the Summation Man et tout ça, tout ça. Au final, ils n'étaient pas si actifs que ça. C'était plus un test à l'époque. Et le test n'est pas passé. Le test n'est pas passé puisqu'au final, bah, personne n'aura retenu ces noms-là. Moi, je les ai parce que j'ai le roster de l'époque sous les yeux, parce que j'ai les cartes sous les yeux. Mais non. Non, en fait, personne s'en souvient. Après, pour la posteriori, pour en fait, le seul dont je m'en souvenais, c'était John Johnson, mais uniquement à cause de la connerie que c'était le match simple pour le titre hardcore. La seule raison pour laquelle je m'en souviens. Et au final, voilà, les seuls noms qui étaient sérieux, parce que pareil, hein, Okito Shikashik, c'était pas sérieux pour choper le titre, et Soryaning et comment ils s'appellent, Soryaning, Jessica Evans, c'était pas sérieux non plus pour l'image. En fait, ça aurait été trop mal vu d'avoir une meuf en tant que championne du monde en 2019 en tant que première championne. Donc au final, j'ai envie de dire que c'était le meilleur choix. John Master, c'était clairement le meilleur choix. Oui, oui, oui. Clairement, pour un départ, c'est très bien. C'est bien en plus d'avoir un. Ça m'embête de dire ça parce que je suis le premier à, à marquer là-dessus, avoir de la hate, c'est avoir un champion discutable en 1v1, en clean. C'est vrai que pour la suite, après, ça laisse l'opportunité à plein de matchs et de satisfaction après derrière pour les défenses. Soit tu as la strat de mettre effectivement quelqu'un de notoriété, une légende pour démarrer, quelqu'un qui était déjà connu ailleurs. Soit tu fais quelqu'un qui par des coups fous le vole pour qu'ensuite derrière tu aies envie là, que ce titre soit défendu et que justice soit faite. Donc c'était une bonne strat. En vrai, j'approuve. Et, et c'est ce qui va clore cette petite parenthèse Apocalypse 2019, puisque après, c'est donc, on arrive en début décembre, ça va être les partiels, ça va être cette période de pause, et on va mettre tout ça en pause, et on reviendra. On reviendra début janvier, mi-février, pardon. On reviendra mi-février avec un roster qui va encore diminuer, qui a diminué énormément une première fois et qui va encore diminuer, spoiler, puisque tous ces noms, comme les Victor, les Florian Paris, tout ça, ça va dégager. Le roster va encore diminuer pour gagner vraiment qu'uniquement les actifs, tout ça. Et on va avoir le droit à cette guerre. Mais ça, on en reparlera la prochaine fois. Et je vais un peu moins parler maintenant, puisque on va parler un petit peu de Strong Styles. Et avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais que tu me dises encore une fois le roster de Strong Styles. Là, je l'ai sous les yeux. Je te fais confiance pour ne pas regarder de ton côté. Oh Mais là là, quel est alors le moi, roster le de Strong Style souvenir là-dessus, originel? du Strong Style original, mon Dieu, j'ai tellement pas le souvenir. Moi, je me souviens surtout de certains noms par rapport aux premières stipu, sans trop anticiper, là, le premier tournoi qu'il y avait. Il y avait Prince Vas-y, essaye. Cavendish. Et effectivement, Prince Cavendish, on va. euh, c'est de comparse direct. De quoi? C'est de comparse direct à Cavendish. Bah, après, non, mais après, enfin, je parle juste sans aller dans les détails, j'essaie juste de Oui, lister comme ah oui, ça, ok. on verra. Ouais, vas-y, vas-y. Jay Foster. Ouais. Bon, on expliquera tout, tout ce qu'il y avait ensuite. Lance Austin. Il y avait, je sais plus comment il s'appelle. Le surnom, c'est The Serbian Guy, je crois, un truc comme ça.
Elliot Thomas, Elliot The, Thomas. The Serbian Earth Eater, le mangeur de cœur serbe. Voilà. Je me souviens de lui parce que je voulais, à l'origine, avant le tout premier show, j'ai dit, tiens, si je faisais pote avec un gimmick de catcheur européen. Enfin bref, du coup, ça s'est pas fait. Il y avait The Bruiser, Jack Walton. Il y avait celui qui ne le savait pas encore, mais Mais qui était qu'on l'a déjà bien. annoncé, le Corse, Willman. Ah oui, le fameux Willman Corse. Ce sera pas pour tout de suite, ça. Ça sera pas pour tout de suite, le Willman Il y Corse. Ça avait viendra. un NSW guy, bien connu sous le nom de Jason Wolf. Ouais. Pour la suite, il y avait un qui, justement, j'aimais particulièrement ses matchs. Pas du tout parce que c'est moi qui les bookais. Parce qu'il représentait pas mal, finalement, les matchs sans forcément être main eventer, mais qui représenteraient le tryhard, le work rate, qui était très inspiré du Puroresu, c'est Reikoku Senshi. Parce que Ah oui. il a fait partie des jobbers, mais des jobbers Qui tape. qui tapaient et qui kick out aussi. Et à la base, c'était pas un jobber, lui. Non, Ça l'est c'était pas devenu. prévu, Ça malgré l'est lui. devenu. C'est comme Elliot Thomas et Reikoku Senshi, ces deux mecs qui à la base n'étaient pas là pour être des jobbers, mais qui malheureusement, en fait, leur inactivité les a fait devenir, bah, s'ils sont inactifs, on va les faire jobber, c'est dommage. Voilà. Ce qui fait que, d'ailleurs, on peut parler de ça, sur la PW, finalement, même notre jobbers, on essaie pas forcément de les décrédibiliser. On essaie justement de faire Ça dépend lesquels. des personnalités, pour la plupart, des C'est personnalités faux, ça convaincantes. dépend lesquels. Il y en a qui tombent dans la cage jobber parce qu'ils ont fait des conneries et eux qui sont volontairement montrés pour être décrédibilisés, Oui, certain. pour prendre des trucs. Mais Et c'est là, vrai, Senshi, par exemple, là, ouais, on voyait surtout pour donner de quoi bosser, quoi, ceux qui se faisaient oui, push. Donc carrément. c'était un jobber comme j'aimais voir finalement, c'est-à-dire tu pouvais quand même l'acclamer et tu savais qu'il allait y avoir du catch quoi, quand tu voyais le On match. est- on n'était pas là pour voir un match de Virman de 2 minutes, quoi. Voilà. Voilà. Et Il pour t'en certains manque. autres, oui, je sais, il en manque plein. J'ai fait quand Ouais. même une petite partie. C'était surtout que je m'en souviens. On parle du début, hein, donc Oui, du début du bout. T'en as cité pas mal, hein. il y a certains dont là, je t'invite à me Ok. citer les autres parce que là, Alors, je vais passer mon temps à dire ah oui, c'est vrai, parce que non, on va pas. tu as oublié The Far West Soul, Jimmy Shade, hein, dont on avait parlé, parce que c'est vrai que lui C'est avait un vrai qu'il était catcheur à aussi. Strong Style. Ouais. Il était à Strong Style. Tu as oublié que Darrell White avait commencé à Strong Style. Il était à Strong Il n'est Style à la base? Oui, il a commencé à Strong Style. Il a commencé à Ah, Strong Style. un grand nom d'Apocalypse ensuite. Mais oui, il était à Strong Style, ok. C'est vrai. Eh bien, ensuite, tu as oublié Deus Vult, The Crusader. Alors, Le famoso là. ouais, voilà, donc c'est lui quand je me souvenais là, voilà, l'autre fois. Bon, bah lui, il a fait un match dans la Battle Royale et c'est tout, hein. Dakuatsu, pareil, hein. Par contre, il y a un nom, et il y a Nico Egna aussi, voilà, The Cursed Prince, donc que t'as oublié. T'as oublié aussi ceux qui étaient jobbers, mais qui étaient dans la cage jobber de base, qui étaient là, Ah si, ces jobbers il y en a là. un qui me Ouais, souvient. Axelar. voilà, j'allais dire que t'en as oublié un quand même qui était important et que c'était Axelar, voilà, l'empereur Oui, Axelar. oui, oui, je m'en souviens. T'en as oublié un qui était important. Alors, je le vois. Alors, oui, il y avait aussi Louis du Castellet. Il était déjà là? Oui, D'accord. oui, c'est lui qui affronte Axelar. C'est ça, oui. Ok. Et ensuite, tu as oublié donc ceux qui étaient déjà dans la cage jobber de base, donc Nicolas Quinn et The Shark Diogo Santos. Nicolas Quinn, oui. C'est bien tout, ouais. Nicolas Quinn. Bon, lui, pour le coup, qui est un jobber pour jobber, hein. Autant Senshi avait des matchs, autant Quinn, quand tu voyais qu'il y avait un match de Quinn, tu savais que c'était qu'il avait déjà perdu. Et autant à Apo, tout le monde savait que l'Omega Squad était une escouade de jobbers. Autant là, Nicolas Quinn et Diogo Santos, c'est marqué en gros dans le roster, c'est des jobbers. C'est Bonjour, on ça est là pour qui était perdre. marrant. C'est ça qui était marrant, c'est que ça, vous le verrez pas sur la PW aujourd'hui. Si vous regardez le roster, vous allez voir des noms. Il y a des noms qui vont rien vous dire absolument rien. C'est des jobbers que vous voyez une fois par mois, ils vont perdre. Mais là, t'as des gens, c'est marqué Diogo Santos, entre parenthèses, jobber. Voilà, c'était la petite anecdote. On est là pour perdre, Juste pour salut. revenir sur la construction de Strong Style. Strong Style a été construit autour d'un tournoi qui, lui, a été pour le championnat mondial. Un tournoi de 8 personnes. Voilà. Et ça sera le même cas pour Phoenix d'ailleurs. Phoenix et Strong Style.
eux vont avoir un gros tournoi autour de leur titre mondial et leur premier champion va être titré à l'issue de ce tournoi. Et bon, c'est Strong Style, c'est toi qui as beaucoup plus parlé, donc est-ce que tu veux que je te dise un petit peu les cartes et ensuite tu passes dessus, ou est-ce que tu veux parler de sujets un petit peu au pif, comme ça, et au fur et à mesure, Alors, comme un tout? j'ai pas le souvenir particulièrement des cartes. Par Mais je peux contre, te les dire. l'identité en soi, pour démarrer, c'est vrai qu'initialement, c'était un produit qui était sous la responsabilité de Vuko. C'était lui qui démarrait là-dessus et il a porté justement ce Warcraft qui est très inspiré aujourd'hui de la New Japan. C'était beaucoup de Mm. tryhard, de kick-out. Ça cognait fort. Et on a progressivement mélangé un petit peu avec ce côté underground, extrême, qui était la ECW, de par le biais justement que c'est aux origines un projet de Polymon, la fondation de PW. Oui, Donc on a ce mélange compétition Warcraft et côté extrême edgy qu'on pouvait avoir justement en Philadelphie. Dans des shows justement où ça criait fort, le son saturé, et il y avait beaucoup de violence, que ce soit au micro ou sur le ring, et que t'étais pas loin de parfois de recevoir un coup de chaise qui vole quand t'es dans les premiers rangs. C'était un peu ça l'ambiance qu'il y avait à Strong Style. Et que t'es justement très apprécié par le fait que ça se complémentait justement avec l'identité des autres brands. oui, De là, tu c'est vrai savais qu'il que allait y avoir. Ça pouvait être bien fait, ça pouvait être mal fait, mais tu savais que quoi qu'il arrive, une gueule allait se faire casser quand tu voyais un match à Strong Style. et c'est Ça ça allait qui était bourriner, quoi. bien, c'est ça qui était bien, c'est qu'à l'époque, t'avais tout. C'est ça. En fait, tu voulais du nanar, tu voulais du nanar, t'allais voir Phoenix, parce que sur certains points, c'était vraiment full nanar. Tu voulais plus du catch entertainment, un petit peu VE, tu l'avais, c'était à peau. Et si tu voulais voir du gros catch sa mère, c'était Strong Style. C'est ça. Ça, voilà. Et c'était bien. C'était violent, tout ça, tout ça. Et t'avais tout ce qu'il fallait. Et quoi de mieux pour démarrer justement ça que faire une grosse compétition? Voilà, voilà. Alors, il y a eu deux grosses compétitions, puisque comme je l'avais dit pour Apo, chaque brand a deux titres solo. Apocalypse avait les titres tag parce que c'était les seuls qui pouvaient faire tout simplement des équipes. Tu veux commencer par quoi? Est-ce que tu veux commencer par le titre mondial ou le titre intercontinental qui était du coup le titre secondaire de Strong Style? Est-ce que tu veux Écoute, me parler de quoi? on va commencer léger. On va commencer par le titre intercontinental. Donc, Ok. on va appeler Alors les enjeux. c'est simple. Le titre intercontinental, du coup, donc comme j'ai dit, il y avait le titre mondial avec un gros tournoi à 8. Et littéralement, tout le monde du roster qui n'était pas dans le tournoi pour le titre mondial, eh bien, ils ont été foutus dans une énorme battle royale. On a eu le droit à une énorme battle royale, et tous les noms qui ne vous disent absolument rien, qu'on a cité tout à l'heure, concrètement, euh, ils sont intervenus que dans cette battle royale. Genre les Dakuatsu, j'aimerais y revenir un petit peu après, Dakuatsu, Deus Vul, tout ça, on les a vus dans une bataille royale, et c'est tout. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que le noble Louis du Castellet et Axelar, The Emperor, eh bien, dans cette bataille royale, ils se sont éliminés, et, et en fait, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué de dire lequel des deux est tombé en premier. C'est pas possible. À l'œil humain, c'est très compliqué à discerner, et selon les angles de caméra, on n'arrive pas à voir. Donc voilà, donc cette Battle Royale où il y a beaucoup de jobbers, mais quelques catcheurs intéressants. On retrouve notamment Jeff Foster, on retrouve Wolf aussi, si je me trompe. Non, pas Foster, mais on retrouve par exemple Jason Wolf aussi dans cette Bataille Royale. On retrouve Jimmy Shade qui à l'époque était dans les projets. Et voilà, et du coup les deux se sont entre-éliminés. C'est pas possible de discerner, c'est pas grave. Semaine prochaine, dans le main event, 1v1, Axelar, Louis du Castellet, pour le titre. Et après un très gros match, c'est Axelar qui va le remporter. Clean. Voilà. Donc ça voilà, ça c'est la remise en contexte du titre intercontinental. Ouais. Et on ira plus lentement pour le titre mondial parce qu'il y a plein de matchs et il y a quelques matchs dont je pense on va revenir. Forcément, j'étais particulièrement averti sur certains, certains angles, forcément, à l'époque. Mais ce que je trouvais pas mal, justement, avec ce titre intermédiaire, le titre intercontinental, c'était le fait que, malgré tout ce que je dis là sur l'identité qu'on voulait de Strong Style, tu parvenais quand même à intégrer des gimmicks qui pourraient aujourd'hui paraître kitsch, très style années 80. On est pas loin sur du Paul Bearer, parfois. Oui, alors
Oui, on a eu notre pole bearer d'ailleurs, mais on y reviendra dans quelques épisodes, hein, mais on l'a eu Non, notre mais pole bearer, nous. je Mais suis, je suis millionnaire, je suis roi. oui, Tu vois, c'est vrai que Axelar, l'empereur et le noble Louis de Castellet, il est vrai, ça fait très, voilà, hein. oui, On se c'est prend pas vrai que pour de la merde. sur papier, tu dis bon, c'est un peu kitsch, c'est des personnages joués en couleur, mais j'ai retrouvé un peu cette ambiance-là que tu pouvais retrouver en 94-95 à la OCW quand c'était dans les débuts. Le fait d'instaurer justement des personnages qui n'ont rien à faire là, affronter la violence, t'es sale, rouillé, des underground, des arènes de Strong Style, tu te dis, oh putain, ça met encore plus en évidence en fait. C'est quelqu'un là qui est tout propre sur lui, coloré, mais qu'est-ce qu'il va faire là? Tu sais qu'il va se faire casser la figure. Et ça a beaucoup aidé, je trouve, à l'identité de Strong Style. Même si c'est vrai que si j'avance, Si le tu, me- premier si titre à tu la me fin, permets, oui, si tu me permets une comparaison, c'est à la MLW, tu mets Don Castle, quoi. voilà. Ou à la CZ. Mais voilà. Voilà, c'est ça. Donc tu avais cette possibilité, comme j'ai dit, une porte ouverte pour la suite, pour avoir la satisfaction de voir quelqu'un qui n'a rien à faire ici se faire détruire. Et ça, c'était ça, c'était satisfaisant parce qu'il y avait des gens qui pour ça, c'est important dans un roster d'avoir des membres qui soient faits justement pour mettre en avant ton produit sans pour autant toi-même incarner à 100% l'identité de ta brand. Ouais. Ça permet à créer du contraste. Et ça, c'était beau à voir parce que tu dis, oh là là, comment il va prendre cher ça. Oh, j'attends que ça, là, le fait qu'il ait son match. Tu savais que t'as un personnage qui était kitsch, enfin, qui était à presque kitsch, qui n'avait rien à faire là et t'attendais de voir son match. J'ai tellement envie de le voir se faire détruire. Un peu comme Spike Dudley, là, qui volait et qu'on projetait dans le public. C'est pareil, tu vois. C'est un peu ça, tu vois. Tu savais, tu voulais que ça. Ah, t'as le titre. Ok, toi, tu vas prendre. C'était la satisfaction de voir ça. Et ça, c'est vrai que j'avais bien aimé avec le titre intermédiaire, titre intercontinental à Songstyle. Tu savais que c'était une porte ouverte à de la pure violence pour la suite. Donc ça, c'était cool. Avant de passer au plat de résistance, voilà, la pièce maîtresse. Avant de passer au tournoi majeur, dont je vais te dire, je vais revenir sur chaque match et pour te laisser voilà, te faire remémorer des très bons souvenirs. Et je pense que tu sais vers quoi je m'oriente en disant ça de cette manière. Mais j'aimerais juste faire un petit aparté sur un certain catcheur qui a beaucoup fait parler de lui à l'époque. Et il s'agit de Daku Etsu. J'aimerais quand même revenir sur ce qui est pour moi l'un des passages les plus honteux et les plus drôles de la fédération. Daku Etsu, donc, est un catcheur qui était très critiqué, lui aussi il avait un personnage très hors couleur, il était un peu psychopathe. Pour ceux qui n'ont pas la ref, on parle de Vibora Junior. Euh, Ah, c'est honteux. Qu'est-ce qu'a fait, Il était à qu'est-ce qu'a fait Songstyle, hein. Dakuatsu? Oui, il était à Strong Ah ouais, Style. d'accord. Je crois qu'il était à Il a Phoenix, participé, d'accord. À Songstyle. il a jobé lors de la première Battle Royale parce que bah voilà, tout le monde n'avait pas sa place. Il a été éliminé parmi les premiers. Mais ce mec-là, euh, il était pas là que pour ça, tu vois. Il a voulu aller à la truc d'après, donc il s'est ressaisi et il a fait une promo qui est passée en direct à son style, une promo où il a dit des choses fortes, une promo dans laquelle il dit que ouais, lui c'est un mec dur, qu'il va faire trembler tout Strong Styles, car c'est Dakuatsu. Et voilà, une promo tellement fade et sans relief qui sera diffusée pendant la pub. C'est pas une connerie. C'est pas une connerie. C'est pas une connerie, c'est-à-dire que en fait, littéralement, cette promo-là, donc, a été une promo improvisée et c'est passé pendant la pub du show. Donc, en mode vraiment rien à foutre. On en a rien à foutre. Et la fin de l'histoire, c'est qu'il se fera virer en fait, puisqu'il est encore dans le roster au moment de la pause, mais au moment de reprendre, et ben entre-temps, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses un peu tragiques C'est de la politique, avec cette c'est personne. du Mais hors antenne, tout ça. voilà, beaucoup de personnes ont disparu et malheureusement Dakuetsu n'était pas sain pour l'univers de la PAW. Ce mec était un Pour n'importe quel petit peu univers taré d'ailleurs, et mais avait des... Ouais, un petit peu comme n'importe quel univers, il avait des problèmes.
Il avait des problèmes mentaux à première vue et voilà, il a été dégagé. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup ce parcours du mec qui est là, c'est son premier match, tu jobs. Bon, tant pis, ça arrive à plein de gens, même s'il n'était pas un cash jobber. Il y a plein de gens qui ont moitié de jobé, hein. Austin Williams, ses débuts, c'est du job aussi. On en reparlera. Mais voilà. C'est vrai. Euh, voilà, j'aime beaucoup l'image de ça, de ce mec qui job, mais qui du coup rebondit en faisant une promo qui est fade au possible, où il dit des trucs des plus génériques au possible, que c'est diffusé pendant la pub, et après il s'est viré. Ça me bute. Hop, hop, hop. Petite coupure encore une fois. Oui. Il a fallu que je calme notre cher ami Mr. Roy. Je vous retrouve tout de suite pour la quatrième et dernière partie de notre premier épisode de notre fabuleux podcast. À tout de suite.